Evan Gendreau, je vais vous donner quand même la main d'abord, puisque vous êtes vice-président de l'UNAGE, on l'a vu tout à l'heure, mais vous êtes aussi membre du Conseil économique, social et environnemental. Et vous étiez le rapporteur d'un document qui synthétise 6 mois d'audition d'experts, de consultation de professionnels sur la crise des métiers de la cohésion sociale. Est-ce que, avant qu'on entame le débat ensuite, vous pouvez nous en faire un rapide résumé, en tout cas des grandes lignes? Donc je reprends la parole sur la question des métiers, effectivement. Donc, ce petit ouvrage que j'avais mis à l'entrée, donc peut-être que certains ont pu en récupérer des exemplaires. Je vais essayer d'en faire une rapide synthèse, mais ce sera vraiment du résumé. Premier point quand même à prendre en considération, que c'est d'abord un rapport qui fait suite, mais ça vous le savez, à la crise de recrutement qu'on a dans un peu pas mal de secteurs du social, du médico-social, mais aussi de l'animation. On a voulu faire un rapport du coup dénommé cohésion sociale à ce titre-là. Et en fin de rapport, je le dis tout de suite, en fin de rapport, on s'est dit finalement, ce qu'on a pu réfléchir, c'est des questions qui traversent le champ de la santé, le champ de l'éducation nationale, le champ de l'hôtellerie-restauration, parce qu'en fait, ce que ce rapport et cet avis dit, c'est qu'on a l'habitude de voir ces problèmes-là sous l'angle de l'emploi, c'est-à-dire que c'est des problèmes de politique d'emploi. C'est la question de la rémunération, c'est la question du contrat de travail, c'est la question de la relation contractuelle employeur-salarié et le cadre d'emploi qu'on propose. Or, ce qui est en crise actuellement, c'est plutôt la question de l'activité de travail. C'est le travail qui est en jeu, c'est-à-dire comment est-ce qu'on travaille, comment je suis associé à la définition de mes conditions de travail, de l'organisation de travail, ce que certains peuvent traduire par la QVCT, la qualité de vie et conditions de travail, pour le dire assez simplement. Donc ça, c'est un point assez essentiel pour décaler le logiciel dans lequel on a l'habitude de regarder le problème et chercher les solutions. Pourquoi est-ce qu'on parle de conditions de travail? Parce que d'abord, ce rapport il a été construit avec la parole des professionnels. On a eu un peu plus de 4500 professionnels qui ont répondu, une partie d'ailleurs de nos organisations, mais pas que, ce qui nous a permis de voir que le sujet était transversal. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, en premier lieu, j'ai l'impression de ne plus pouvoir faire mon travail. J'ai plus l'impression de pouvoir faire mon travail, et on pourrait le traduire dans ce qu'on a l'habitude de dire par il n'y a plus de sens à ce que je fais, j'ai perdu mon sens. Alors du coup, il faut se mettre d'accord sur c'est quoi le sens du travail, parce que sinon on va utiliser le terme comme un totem, un super totem d'ailleurs, parce qu'il a du sens, mais on ne comprend pas. Donc nous, on s'est appuyé sur les travaux de la DARES qui dit il y a 3 critères pour le sens du travail. Il y a la question de la cohérence éthique. Je commence par celui-là parce que c'est sans doute le plus flagrant dans lequel on est en crise. La cohérence éthique, c'est la capacité d'un professionnel à mettre en cohérence ce qu'on lui demande de faire en lien avec les valeurs morales et professionnelles de son métier. Et qui dit valeurs morales et professionnelles, ça nous rappelle juste qu'on a des professionnels qui sont formés sur les questions d'éthique, de déontologie, c'est-à-dire d'une certaine façon d'être avec l'autre et surtout une certaine façon de concevoir la place du public qui l'accompagne, qui doit pouvoir participer de ses décisions, être libre, l'autodétermination, enfin tous ces éléments-là. Or, les dispositifs dans lesquels on est mis de plus en plus en termes d'accompagnement, par des limites de temps, par des modalités de reporting qui sont totalement différentes que celles que le champ avait eu l'habitude de faire, par des modalités de management qui évoluent aussi au fil du temps, produisent une forme d'incohérence. On me demande de favoriser l'autodétermination des personnes, et ce que je dois faire, c'est de faire entrer la personne dans une case administrative pour qu'elle ait accès à un minimum d'aide sociale, par exemple. Et ça, cette incohérence, elle est flagrante et elle fait perdre du sens dans notre travail. Elle ne permet plus du tout à ce que le professionnel se sente bien. Au contraire, ça devient même maltraitant pour lui, c'est-à-dire que ça crée une forme de souffrance éthique, et ça, c'est un des éléments qu'on essaye de faire ressortir dans cet avis. Le deuxième aspect dans la question du sens du travail, c'est celui de l'utilité sociale. On a l'habitude de dire que nos acteurs, enfin nos organisations, nos établissements sont d'utilité sociale. Il n'y a pas de remise en question du sujet. C'est quelque chose qui est fort, qui est fortement ancré dans nos paroles, dans la parole des professionnels. Mais là, ce qui va se jouer, c'est plutôt la question du point de vue du professionnel. Est-ce que je sens que je contribue à quelque chose de plus grand, ou est-ce que j'ai l'impression d'atteindre un plafond, enfin un truc qui fait que là, ça ne bouge plus. Là, en fait, je fais face à un mur de difficultés qui fait que je ne peux plus bouger. Premier point. Deuxième point, l'utilité qu'on me renvoie, est-ce que c'est bien celle sur laquelle j'ai envie d'être reconnu ? Et donc là, c'est quand on renvoie des indicateurs de réussite, par exemple, quand on dit vous avez réussi à faire rentrer 300 personnes, c'est super. Le professionnel va dire moi, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas du tout. Donc en fait, le sentiment d'utilité, pour vous, c'est super, pour moi, ça ne l'est pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des indicateurs quand je suis professionnel de est-ce que la personne participe un peu plus à son parcours ? Est-ce qu'elle a pu aller à des sorties, je sais pas moi, culturelle, est-ce qu'elle a voté, est-ce qu'elle a pu choisir un lieu d'habitat, est-ce qu'elle a pu accueillir ses enfants, est-ce qu'elle a réussi à progresser dans la gestion de son foyer, est-ce qu'elle sait enfin gérer ses factures, enfin des indicateurs en fait d'accompagnement, pas des indicateurs de gestion de l'activité.
Et donc là, on a tout un panel d'indicateurs qu'il faut pouvoir réinterroger. Il ne faut pas s'en passer et les mettre sous le tapis parce qu'ils sont quand même intéressants pour pouvoir gérer. Mais il y a tout un panel d'indicateurs liés à l'accompagnement et à ce que c'est que d'accompagner qu'il faut réussir à réinventer et à réinscrire dans les politiques publiques parce qu'en fait, c'est d'abord via les tutelles que ces indicateurs sont utilisés par les gestionnaires. Donc là, c'est une interlocution avec nos tutelles pour se mettre d'accord sur de nouveaux référentiels d'indicateurs et aussi en arrêter certains. Parce que l'idée, ce n'est pas de surrajouter des indicateurs. Le troisième aspect sur la question du sens du travail, c'est la question du développement personnel. Alors pas le coaching en développement personnel. La DRS, elle dit le développement personnel, c'est la capacité d'un salarié à se développer lui, ses compétences et surtout à se construire en tant qu'individu par le travail. C'est considérer que le travail n'est pas seulement la production de biens, de capitaux ou de services, mais c'est aussi un moyen pour les individus de se construire eux et de transformer le monde. Et moins l'individu arrive à construire un rapport positif à cette question-là, et plus c'est difficile pour lui d'avoir envie de rester dans son boulot. Donc, troisième aspect, c'est est-ce que nos professionnels ont un pouvoir d'agir sur leur travail, sur la façon qu'ils ont de penser leur action. On dit dans le champ de l'éducation nationale ou dans le champ éducatif, on parle souvent de liberté pédagogique ou de liberté éducative. Est-ce que celle-ci, on l'accorde encore et est-ce qu'elle est encore accessible? Et en fait, sur ces trois indicateurs, ce que le rapport va dire, c'est attention donc à l'évolution des modèles de management, à des modèles de pilotage à distance via des critères purement quantitatifs ou par la mise en place de reporting qui sont encore une fois nécessaires peut-être pour la gestion, mais qui, la place qu'ils prennent petit à petit rend de plus en plus difficile la possibilité de discuter les trois critères que je vous ai dit avant. Le rapport et l'avis, ce qu'il dit, c'est attention à la souffrance des personnes concernées, des publics, une forme de maltraitance institutionnelle qui se crée, mais aussi une forme de souffrance et de pénibilité et de sinistralité assez élevée dans nos champs et qui est en augmentation constante. Dans certaines conventions, ce n'est pas dans le cadre des ALI, mais dans certaines conventions, on va jusqu'à 30 jours d'absence. On va 30 jours d'absence pour des raisons de santé, hors raison de maternité. Et ce qui est énorme, puisqu'en fait, on est plutôt aux alentours de 8 jours dans le champ du privé. Donc vous voyez bien que le delta est immense. Et ça augmente petit à petit. Et on est de plus en plus sur des arrêts maladie qui sont plutôt de longue durée ou plutôt liés à des pénibilités psychiques. Donc plutôt à des aspects de santé mentale qu'on a du mal à classifier, à faire rentrer dans dans nos process de dialogue social, de gestion des risques psychosociaux et autres. Or, c'est là où il y a un danger potentiellement. Donc il y a un certain nombre de préconisations qu'on fait sur les modes de contractualisation, en rappelant donc ce que je vous ai dit sur les indicateurs de pilotage, mais aussi sur les questions de rythme de contractualisation, de faire remonter des indicateurs dans la gestion publique, des indicateurs qualitatifs. On a un certain nombre de préconisations sur les questions de formation. On a beaucoup entendu au cours de tout cet avis qu'il y avait sans doute quelque chose à revoir autour de la réarchitecture des diplômes. On dit que c'est peut-être pas là l'enjeu. L'enjeu, il est déjà d'assurer des identités professionnelles solides, parce que c'est un soutien pour les professionnels. Par contre, il y a un enjeu sur la formation, d'adaptation et d'arrivée sur le poste. Aujourd'hui, on a une pression, et sans doute à juste raison, des employeurs qui sont pris en tension sur les organismes de formation pour dire, en fait, là, les professionnels qui sortent, ils ne sont pas adaptés à mon poste de travail, mais est-ce que c'est bien la mission des organismes de formation que de produire du professionnel purement adapté au bon poste de travail qu'il aura? La réponse est souvent plutôt non, on veut avoir un diplôme plutôt généraliste. Par contre, il faut reconstruire des process d'arrivée sur le poste. Et donc, du coup, il y a des enjeux quand on est des réseaux de soutenir avec des modules de formation, des entrées, pour découvrir c'est quoi le métier dans les ALI, par exemple. Très spécifiquement, c'est quoi le métier d'ALI. Et sur la formation permanente ou continue. C'est-à-dire que là, par contre, on a un trou. Il y a très peu de certifications complémentaires dans le champ, une offre assez faible et, de façon générale, des organismes de formation qui sont beaucoup plus renvoyés à la formation initiale que sur la formation continue dans leur capacité à faire. Il y a des expériences, il y a des innovations, donc tout ça, c'est pas tout à fait sombre. Il y a quand même des innovations et des expériences, mais on dit qu'il faut plutôt aller là-dessus. Et sur la question de l'apprentissage également, où on pense que dans le cadre de la tension qu'on est en train de vivre, c'est sans doute un bon marqueur, parce qu'il y a des bons taux d'insertion, que ça répond à la difficulté d'accès à nos métiers en termes de formation, où en fait on a des étudiants qui sont en formation à temps plein, et donc du coup, il faut qu'ils puissent vivre. Voilà, tout simplement, il faut qu'ils mettent quelque chose dans leur assiette le soir. Donc l'apprentissage a ce mérite de pouvoir les financer pour partie pendant leur formation, il faut quand même le reconnaître. Et ça pose un cadre sur l'accueil de ces alternants-là dans le cadre des structures. Un cadre qui est plus mis en difficulté pour les stagiaires qui passent par des stages, et là il y a beaucoup plus de difficultés. Et enfin, un dernier point, je le dis parce qu'au cas où sur la formation, il ne faut pas qu'on le perde de vue, on a souvent comme référentiel les diplômes d'État.
dans les discussions sur la formation, on pense aux EFTS, aux IRTS, etc. Or, cette formation-là n'est plus la seule formation par lesquelles les étudiants arrivent, enfin les professionnels arrivent. Il y a toute l'offre universitaire qui s'est développée. Les BUT, anciennement les DUT, aujourd'hui les BUT, qui ont des mentions assez proches, mention éducation spécialisée, mention assistance et services sociaux, mention animation. Donc on voit que c'est quand même des intitulés de diplôme d'État qu'on avait l'habitude de connaître. Et on a aussi toute l'offre universitaire de licence professionnelle, de master en management, qui du coup font que les CAFE RUIS, les CAFDES sont toujours pertinents, mais ils ne sont plus les seules entrées dans le métier. Or, la construction de l'offre de formation du champ universitaire n'est pas dans les mêmes circuits que l'offre de formation certifiante dans le champ privé. C'est directement le ministère de l'Enseignement supérieur qui a la main pour valider ou pas valider les diplômes et les modalités de formation. Dans le cadre de la formation privée, il y a une CPC. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les partenaires sociaux qui discutent de qu'est-ce qu'ils veulent dans leur formation. Et on voit bien qu'avec deux circuits différents, et à la fin, des personnes qui sortent avec des mentions qui sont proches les unes des autres, ça va créer un trouble dans le recrutement. Vous allez avoir des personnes, vous allez avoir l'impression que c'est le même professionnel, mais pas du tout. Donc on a une employabilité qui est vraiment très différenciée et un rapport au terrain d'exercice qui est aussi très différencié. Donc ça, c'est sur tout le champ de la formation. Et enfin, on rappelle que s'il faut redonner la priorité au sens du travail, il faut sans doute re-questionner les taux d'encadrement, les ratios de personnel qualifié, les questions d'évaluation de l'utilité, c'est par quel type d'indicateur qu'on évalue l'utilité. Donc voici quelques éléments qu'on a pu aborder. C'est du très synthétique, mais si à l'occasion, on pourra y revenir. C'est un rapport qui a été voté donc, le 12 juillet au CESE. Le CESE, pour rappeler, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, on appelle ça la 3e assemblée. Bon, c'est peut-être un peu pompeux, mais en tout cas, c'est une assemblée prévue dans la Constitution où vous avez l'ensemble de la société civile qui est organisée. Moi, ce qui m'a fasciné en tant que rapporteur, c'est de faire ce rapport 1 dans la commission Travail et Emploi et pas dans la commission Affaires sociales et santé. C'est-à-dire de dire que quand on parle de travail et d'emploi, on n'est pas obligé de parler à la DGCS, pour le dire assez rapidement. Il y a un ministère du Travail. Et le ministère du Travail, il y a des choses à lui dire sur comment c'est pensé dans notre champ, d'autant plus qu'en notre champ, c'est plus d'1,8 million professionnels, dans le champ privé principalement. Donc là, il y a quelque chose à venir l'interpeller. La deuxième chose qui m'a fasciné, c'est de me rendre compte qu'on n'était que 3 autour de la table à connaître nos métiers et qu'on avait un vocable, qu'on avait des façons de parler de l'accompagnement, du travail, du sens, de l'éthique, de la déontologie. Je vous assure, enfin, pour ceux qui me connaissent au sein de l'UNAGE, ils savent que j'y suis très attaché, mais alors ça ne me parle pas du tout quand on parle de conditions de travail et d'emploi. Et donc du coup, quand on veut rentrer dans ces champs-là, on a dû prendre nos projets sociaux, nos projets éducatifs, nos projets politiques et les mettre sur la table et dire ok, mais on est quand même un acteur économique et nous sommes quand même des acteurs employeurs ou salariés. Et donc qu'est-ce qui se joue en termes sur ces questions-là et pas seulement sur nos questions politiques. Donc ça, c'est la deuxième chose que je vous partage. Voilà rapidement pour commencer. Merci à vous. Merci à tous, parce qu'on a fait le débat. Il est déjà... C'est bien, on a fait tous les sujets, mais très bien, merci beaucoup, Anne. On va évidemment rebondir sur plein de choses que vous nous avez dites. D'abord, pour être très concret sur ce que vous vivez sur le terrain, Sarah et Odile. Alors, Odile, vous avez un micro juste à côté de vous. Sarah, je crois que vous en avez un également. Koudi avait un micro ici. Et Bernadette, vous avez aussi un micro pour vous, comme ça chacun a son micro. Comment se concrétisent les difficultés parce que l'attractivité, le problème d'attractivité, ça se concrétise dans les difficultés de recrutement. Comment elle se concrétise effectivement sur le terrain pour vous. Odile, vous êtes en recherche en ce moment de personnel ? Vous m'entendez ? Très bien. Ouais, ok, super. Bonjour. Oui, de toute manière, il y a des postes vacants en quasi-permanence. En permanence ? Ouais. Combien en ce moment ? Là, on est à 1, bientôt 2 sur SNL, sur une équipe de 8 travailleurs sociaux. Donc ça reste considérable sur une petite échelle. Après, du coup, si on parle d'attractivité, bon, il y a beaucoup d'enjeux qui sont... Il y a le métier en lui-même qui est valorisant parce que c'est un métier où c'est un vrai lieu de rencontre. Enfin, ce qui se passe entre les personnes accompagnées et les travailleurs sociaux, c'est quelque chose d'important qui permet d'évoluer. C'est un métier à... on reparlera du sens. On va reparler du sens dans un instant. Sarah, juste vous, comment ça se concrétise chez vous Alors nous, on a été en grosse phase effectivement de recrutement au niveau de l'agence immobilière, puisque je suis responsable au niveau de l'agence immobilière sociale. Après 6 mois, on réussit à avoir à peu près les effectifs plutôt sur des gestionnaires locatifs. Au niveau de l'autre pôle qui est en intermédiation locative, il y a beaucoup de turnover et il y a beaucoup de difficultés de recrutement avec des postes vacants permanents quasiment. Quand vous dites turnover, c'est de quel ordre le temps
des salariés dans les postes? Ça dépend, vous allez me dire, des fonctions. Voilà, exactement. Ça peut être, c'est assez variable. Et puis, il y a une trentaine de personnes sur l'équipe, donc ça varie, effectivement en fonction des parcs, en fonction du projet professionnel et personnel de chaque personne. Mais il y a des postes, des secteurs vacants quasiment permanents. Bernadette Latron, vous le ressentez aussi, ça, dans les inscriptions dans l'école, à l'Institut? Alors oui, mais pas forcément au moment de l'inscription, mais très rapidement après le début de formation. Ah bon? Ils partent? Avec des départs, effectivement. Et dans les quoi, 2-3 mois? Oui, très souvent après le premier stage. Ah oui, d'accord. On reviendra sur les stages tout à l'heure. Voilà. On comprend pourquoi. C'est combien de baisses d'inscription pour vous sur ces dernières années? Alors, baisse d'inscription, pas forcément. Ils s'inscrivent. Oui. Mais après, par contre, on est entre... selon les métiers, entre 15 et 20% à peu près de départ. De départ, oui. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Oui, mais parce qu'en fait, ils ne s'attendent pas du tout à ce type de métier, en fait. Ils ne se préparent pas forcément. Il faut voir que tous les métiers maintenant de première entrée, enfin les niveaux 6, sont sur Parcoursup. Avant, il y avait toute une réflexion. On avait des jeunes qui venaient plus tardivement dans les métiers du social. Aujourd'hui, arrivé en terminale, il faut s'inscrire sur Parcoursup. Oui. Tous ces métiers, alors ça a donné une visibilité à ces métiers, mais en même temps, tout le monde essaye, tente sa chance, il va, sans forcément avoir derrière un projet professionnel bien établi. Ce qui fait que dès qu'ils sont confrontés à des difficultés, à la réalité, ils vont s'arrêter. Et puis je vous rejoins aussi sur le fait que plus il y a de pression dans les structures d'accueil, dans les institutions, plus l'accueil du stagiaire... On y revient dans un instant, si vous voulez bien. Koudiev, vous le situez quand, vous, le désengagement pour les métiers du social? Si on peut le situer, en tout cas. Alors, le situer historiquement, on pourrait... Pas historiquement, mais en tout cas, c'est sur ces 10 dernières années, 15 dernières années. Quels sont les indicateurs qui le montrent? Enfin, moi, il y a un chiffre... Vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Il y a un chiffre qui me parle beaucoup, c'est vraiment la chute, en tout cas du nombre d'inscriptions entre 2007 et 2017 qui m'avait été donné par nos collègues de l'UNAFORIS, qui disaient qu'en fait on avait perdu 40% d'inscrits sur les parcours de formation de diplôme d'État liés au travail social. Et que du coup, bien évidemment, que cette baisse de candidature derrière va impacter les vivier entre guillemets de candidats pour les postes dans nos structures et plus largement de toute façon dans l'action sociale. Après, je pense qu'il y a aussi un sujet par rapport au profil des personnes qui candidatent à ce poste. Moi, je me questionne beaucoup aujourd'hui. Alors, encore une fois, j'ai pas de source scientifique, mais c'est vrai que je me demande quel est le lien entre la baisse des vocations pour les métiers dits altruistes et la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et je me demande dans quelle mesure elle n'influence pas justement la baisse des candidatures. Mais j'ai pas de source scientifique. Est-ce que c'est aussi une image qui est véhiculée de ces métiers-là, ou Bernadette Latron, vous pensez aussi que l'image médiatique aussi de ces métiers, oui, c'est clair, ou des populations concernées aussi, c'est clair que certains reportages télé ou autres ne sont pas très positifs. Voilà, n'ont pas été très positifs et n'ont pas forcément engagé les jeunes à rentrer dans nos métiers. Donc effectivement, il y a une forme de dégradation. Et puis effectivement, ce que vous dites, la société aujourd'hui n'engage pas forcément. Avant, on était militants, on était engagés, on était vraiment très altruistes aussi. Alors, ça ne veut pas dire que les jeunes aujourd'hui ne le sont pas. Mais je dirais que dans nos formations, on a peut-être à peu près 30% du profil des jeunes qui sont encore dans cette démarche-là, de militantisme, d'altruisme, etc. Odile, il y a des discours qui stigmatisent, vous pensez, des discours publics? Oui, j'ai pas l'impression forcément que directement le métier de l'accompagnement soit stigmatisé. Par contre, le public l'est énormément, par la puissance publique, par certains médias, etc. Et que du coup, de systématiquement taper sur les personnes en situation de précarité ou les pauvres en disant qu'ils s'y complaisent, ou en tout cas que c'est... des personnes qui abusent du système. Évidemment que ce n'est pas valoriser le métier des personnes qui accompagnent ces publics-là, qui du coup n'ont pas envie d'y aller parce que là, pour le coup, ils se posent la question de quel intérêt leur métier pourrait avoir sans forcément aller chercher d'autres informations ou avoir une lecture un petit peu plus politique des choses. Et effectivement, après, les jeunes générations, je trouve qu'il y a aussi une espèce d'organisation un peu plus alternative chez la nouvelle génération qui se fait, qui n'est pas forcément...
compatible, en tout cas pour eux, avec la vision des organisations un peu plus traditionnelles, de l'accompagnement, de l'aide des publics, etc. Donc, est-ce qu'il y a toujours une volonté chez ces jeunes que vous recrutez de vouloir bouger les lignes finalement, d'avoir un engagement pratique, presque politique aussi? Il y a un attachement au fait de soutenir les publics, mais la vision politique, ou en tout cas le regard critique, est peut-être moindre que sur une certaine génération ou une certaine période. Après, je dis ça, voilà. C'est aussi la question de la formation. Enfin, quelle liberté aussi qui est donnée en formation, aux écoles en formation, pour aborder ces sujets-là et aiguiser leur regard critique, qui se questionne là-dessus. Est-ce qu'on parle encore beaucoup d'éducation populaire, de SS? Est-ce que voilà, vous avez de la marge de manœuvre par les financeurs pour aborder tous ces sujets? Je ne sais pas. Evan, crise de l'engagement finalement? Alors moi, je voulais réagir déjà sur la question du rapport au travail, puisque là on l'évoque du point de vue des jeunes. Les jeunes changent leur rapport au travail. Quand nous on y travaille, on se rend compte que c'est pas les jeunes, c'est les salariés changent leur rapport aux espaces de travail. Mais c'est important de le dire parce que si c'est un fait générationnel, à la limite on va dire concentrons-nous sur les jeunes, ou alors les jeunes d'aujourd'hui ils sont comme ça et puis voilà, ils sont un peu relous, mais bon, il va falloir qu'on fasse avec, quoi. Si on se dit qu'en fait c'est dans toute la société que ça nous traverse, qu'il y a une forme de désaffiliation entre les salariés et les espaces de travail, alors là ça pose des questions sur comment le travail aujourd'hui s'organise. Et donc du coup je reviendrai sur le fait que déjà il y a de plus en plus de professionnels qui en cours de carrière basculent dans l'intérim, basculent dans des formes de travail en libéral, en auto-entrepreneuriat, c'est de plus en plus présent, et c'est quand même un des signes qui fait que c'est pas juste avant, quand on était jeune, et on fait un peu d'intérim, un peu de on travaille un petit peu à droite et à gauche pour se faire un peu son bagage, et ensuite on rentre dans un poste CDI. Là, il y a bien aussi des personnes qui étaient dans des postes permanents CDI qui quittent ces postes-là, donc cette forme de stabilité reconnue, qui est une forme de stabilité, pour aller sur de l'intérim et du libéral. Pourquoi se pose la question ? Il y a sans doute une question un peu autour de la rémunération, même si en fait à la fin ils ne gagnent pas beaucoup plus que n'importe quel autre salarié, et ils ont une protection sociale qui est plus faible, mais une sensation de gagner plus effectivement sur ce moment-là. Il y a sans doute une question aussi, quand on les interroge, de se protéger des organisations de travail. C'est-à-dire, dans une organisation où je ne me sens pas bien, une façon de me protéger, c'est de pouvoir choisir là où je travaille. Est-ce que l'espace de travail... Aujourd'hui, il y a des termes, par exemple, qu'on utilise assez peu, ou alors qu'on pourrait réutiliser pour ceux qui sont déjà dessus, mais les questions d'ambiance de travail, de climat de travail. C'est-à-dire à quel point, quand je vais au travail, je me sens bien. Et vraiment poser cette question en premier. Si je ne me sens pas bien, je m'en protège. Par contre, j'ai besoin de vivre, j'ai une compétence métier, donc du coup, je vais passer dans l'intérim, et comme ça, je peux changer de lieu de travail différent pour pouvoir tenir en fait sur le long terme. Donc ça, c'est, je voulais au moins faire, du point de vue en tout cas du CESE, c'est pas une question de jeunes, mais c'est plus une question de transformation du marché du travail. Et se pose la question, et on a tout un volant de préconisation là-dessus, de comment sont discutées les organisations de travail. Petit exemple, vraiment un exemple pris au hasard, mais pas que. Dans le cadre d'un atelier avec des professionnels de l'action sociale et notamment du logement, s'est posé la question de la gestion des plannings. Qui fait aujourd'hui le planning de travail? Est-ce que les équipes professionnelles ont une forme de co-responsabilité ou une co-décision de ce planning de travail-là? Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que au travers du planning, souvent c'est comme ça qu'on définit l'organisation d'un service, la continuité de service. C'est quelque chose qui est mis dans la main de l'encadrement, du management. Aujourd'hui, en tout cas, c'est largement diffusé. Si on va regarder du côté des aides à domicile, il y a des modèles, par exemple, qui ont été développés où, au lieu de dire aux aides à domicile, voilà ton planning, on organise des collectifs d'aide à domicile qui construisent leur planning et, du coup, peuvent adapter en disant, cette semaine, je vais passer plus de temps avec Y ou avec Z, avec des personnes, parce que je pense que là, c'est important. Et du coup, comment est-ce qu'on s'organise collectivement? Donc, en fait, elles reprennent du pouvoir d'agir sur l'organisation du travail, du temps de travail. Et cette question-là, par exemple, elle est renvoyée aussi dans des établissements qui ont d'autres types de contraintes ou de modalités de gestion. Comment dans un établissement, en fait, on redonne un pouvoir d'agir des professionnels sur l'organisation de leur temps de travail. Et c'est aussi du coup leur fait de dire, cet espace-là, il n'est pas à nous en tant qu'employeur, il est aussi un peu à vous, quoi. Et donc on peut co-décider. Et il y a des tentatives, il y a des expérimentations à droite et à gauche, mais c'est sans doute un des sujets d'interrogation majeure, quoi. Voilà. Et je laisse sur le fond des contenus de formation. Odile, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je voulais rebondir sur la question de l'intérim, mais peut-être après, je ne sais pas. On peut, allez-y. Oui, après sur la question de l'intérim, traditionnellement, ça fait quelques années que je travaille. Avant, c'était vraiment pour les structures, il y avait recours aussi pour renforcer les équipes sur l'intérim. Maintenant, il y a la puissance publique qui finance des services entiers, des structures entières, des services entiers, des projets entiers, avec uniquement de l'intérim. Des chefs de service en intérim, une équipe entière de travail social en intérim. Ça pose énormément de questions aussi
que la DRIL ou autre structure valide ce genre de fonctionnement-là et ce genre de modèle-là, quoi. Sarah, vous voulez rajouter ? Pour moi, il y a également une certaine forme de découragement et pas forcément de génération. On va avoir des personnes qui vont rentrer dans l'association, qui vont être motivées, qui vont avoir une vraie connaissance de leur métier, mais qui parlent justement de la valorisation de leur métier en tant que tel, en interne et en externe, mais également de tout ce qui va être répercussion du turnover, des postes vacants. Ils vont devoir absorber tout le travail également des autres professionnels et oublier en fait à certains moments leur cœur de métier, qui va être l'accompagnement de ménage, de famille, et à rentrer dans ce projet associatif. Koudiev, justement, ça c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'entre les compétences qu'on a acquises dans sa formation et celles qu'on utilise finalement dans le quotidien de son métier, est-ce que là il ne peut pas y avoir aussi une frustration de la part de ces travailleurs ? En fait, je pense que la confusion, elle est née en fait de cet amalgame qu'on a fait entre les formations du travail social avec nos grilles de métier. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, les référentiels de compétences des formations d'AS, ES, CESF sont venus alimenter les référentiels de compétences sur ces postes-là dans nos organisations, sauf qu'en fait la réalité est tout autre et on le voit bien, enfin les retours qu'on a des personnes qui sont embauchées, une personne qui a un parcours d'AS ou ES ou CESF peut potentiellement ne pas se retrouver finalement dans nos métiers parce qu'en fait il y a tout un plan de compétences qu'elle n'aura pas exploré et en fait quand elle fait quand la personne réalise ce parcours de formation, elle a l'impression d'être... Elle a l'impression d'avoir toutes les compétences pour pouvoir répondre au poste. Et en fait, quand elle arrive sur le poste, on lui dit non, en fait, il y a d'autres compétences qu'il faut développer ou qu'il aurait fallu développer. Et donc là, c'est un peu le désenchantement. Je pense qu'il y a ce petit parallèle qui est existant aujourd'hui et qui crée en fait ce choc entre le moment où la personne sort de formation et quand elle arrive dans nos organisations. Après, moi, je pense qu'il y a aussi aujourd'hui dans la manière d'accueillir les personnes, je pense que il fut un temps, à l'époque, moi je ne travaillais pas encore, mais l'employeur avait pour vocation de former aussi les personnes. Aujourd'hui, on a l'impression que la formation d'une personne qui vient d'arriver, en tout cas formation à travers le parcours d'intégration... On en parlera. D'accord, voilà. Sur ce une personne qui vient d'arriver... Juste un mot sur les profils... Je ne sais pas si on peut dire le mot atypique, en tout cas des gens qui ne sont pas forcément des diplômés dans les métiers du social, mais qui ont, vous en êtes un bon exemple Sarah, vous arrivez d'un univers, vous étiez dans l'immobilier, logement en tout cas, mais dans l'immobilier privé, c'est ça, hein ? Vous étiez où avant ? J'étais chez Century. Ouais. Donc j'étais en agence immobilière classique, privée, ce qu'on appelle classique. Le micro bien posé sur le menton. Donc j'étais en agence immobilière privée sur une grosse structure avec un gros groupement d'agences durant de nombreuses années. J'ai eu besoin, un ras-le-bol, besoin de changer, besoin d'être un petit peu moins sous pression et de redonner un réel sens en fait à ma carrière professionnelle. J'étais plus du tout en adéquation avec mes idées, avec les idées que je pouvais avoir du métier de l'immobilier. J'avais besoin également d'aller vers l'autre, de me tourner vers l'autre. Et c'est pour ça que je me suis dirigée vers une agence immobilière à caractère social, à vocation sociale. Donc ce que disait Evan Gendros tout à l'heure sur la signification du sens, le développement personnel, l'utilité sociale, vous retrouvez ça aujourd'hui ? Aujourd'hui, je retrouve complètement un sens à ce que je fais. Ouais. Et l'impact que je peux avoir par rapport au métier que je fais actuellement, complètement. Odile, la perte de sens, vous l'expliquez comment vous on a parlé tout à l'heure un peu de maltraitance, j'ai entendu aussi d'Evan. Est-ce que c'est aussi ça qui peut l'expliquer ? Oui, je suis assez d'accord. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de vase communicant d'un système maltraitant en fait sur un manque de reconnaissance de la puissance publique, du public et des personnes qui accompagnent ces publics-là, des moindres financements qui du coup vont impacter les associations, qui vont elles-mêmes faire des choix de rationalisation, de création de pôles, de un chef de service pour 3-4 services, structures, donc du coup un management qui n'est plus du tout un management de proximité, des responsables qui n'ont plus le temps d'accueillir et de former les nouveaux salariés ou en tout cas de transmettre
un certain nombre d'éléments d'histoire, de projets associatifs, de doctrines associatives, etc. Et du coup, effectivement, je pense qu'il y a une vraie nécessité de positionnement des associations par rapport à ça, qui pour le moment le font peut-être encore un peu timidement, voire pas, je ne sais pas, pour certaines. Et en tout cas de peut-être arriver aussi à se positionner vis-à-vis de la puissance publique en refusant certaines demandes qu'on peut leur adresser. Alors évidemment, ça occasionne des pertes financières pour les structures et les associations, mais voilà. Parlons de la formation initiale. On en a parlé tout à l'heure, Bernadette Latron. Vous disiez, bon, c'est bien, les métiers sont plus visibles, ils sont sur Parcoursup, mais en même temps, on a des jeunes qui sortent du bac et qui sont finalement pas armés face à ce qu'ils rencontrent au quotidien. Cet effet-là, comment est-ce qu'on peut l'atténuer? Est-ce qu'on peut d'ailleurs le faire? Je pense que je vous rejoins complètement, c'est-à-dire que c'est l'accueil aussi. On est sur une alternance, surtout nos Quand métiers. on est en alternance, oui. Ouais. Voilà. Non, mais même une alternance du fait des stages, même sur les formations initiales. Donc effectivement, c'est l'accueil du stagiaire ou de l'alternant. Parce qu'effectivement, l'apprentissage aujourd'hui répond à des besoins, mais tous les jeunes ne sont pas en capacité, du fait de leur parcours et de leurs compétences personnelles, scolaires ou autres, de passer par l'apprentissage. Donc les jeunes qui se sentent mieux finalement par la voie initiale. Et le problème des stages, c'est quoi? C'est l'accueil qui leur est fait dans les structures? C'est l'accueil qui leur est fait, le fait que les structures sont sous pression par manque de personnel. Obligatoirement, ça se répercute sur l'accueil du stagiaire qui ne va pas pouvoir être accueilli de la même façon, qui ne va pas pouvoir être accompagné, qu'on va tout de suite mettre sur des missions relativement spécifiques. Mais effectivement, nos référentiels, ils sont relativement transversaux, parce que si on écoute les employeurs, il faudrait les former à 100% sur l'aide sociale à l'enfance, sur l'accompagnement des personnes âgées, sur le handicap, sur le logement. Il faudrait qu'ils sortent de 3 ans de formation avec une compétence exceptionnelle dans tous les domaines. La gratification, c'est une question ou pas la gratification? La gratification est une vraie question, puisqu'au-delà de 8 semaines de stage, ils doivent être payés. Ils sont dans l'obligation d'être payés, sauf que aujourd'hui, les structures vont embaucher plutôt des apprentis parce que, avec les aides de l'État, ça leur coûte pratiquement rien, mais par contre ne veulent pas gratifier. Donc du coup, on a des jeunes qui, lorsqu'ils ont un temps à faire de 16 ou plus 20 semaines, vont couper leur stage. Donc finalement, un jeune qui doit faire 16 semaines de stage, il va faire 2 fois 8. Et donc, toute l'implication dans l'entreprise, la fidélisation peut-être qu'on pourrait lui apporter au sein de l'entreprise, n'aura pas lieu parce qu'en 8 semaines, c'est pas très engageant, ça, Koudia, effectivement. En fait, moi j'ai posé la question aux employeurs potentiellement qui pourraient accueillir des stagiaires. En fait, ils sont tous hyper partants pour accueillir des stagiaires, mais après c'est la réalité de leurs associations. Et puis, je mettrai aussi en parallèle les conditions d'accueil des stagiaires qui sont posées par l'école. Généralement, grosso modo, on a à peu près les mêmes conditions de tutorat, mais parfois qui sont difficilement... comment dire ? Je vais prendre l'exemple des conditions de tutorat. Aujourd'hui, par exemple, une personne qui fait une formation en CESF, elle doit être tutorée par une personne qui a également le diplôme et avec un minimum d'années d'expérience. Sauf qu'en fait... Ça fait beaucoup de contraintes. C'est beaucoup. C'est beaucoup, et c'est vrai que rien qu'à cause de ce critère-là, on a encore plus de mal à se rendre disponible, les adhérents, du coup, à se rendre disponible pour accueillir des stagiaires. Ce qui est bien dommage parce que les volontés sont présentes. Des deux côtés, en fait, les écoles veulent trouver des entreprises d'accueil et puis les associations sont prêtes à accueillir, elles veulent bien, mais finalement, elles n'arrivent pas à trouver la personne qui aura le bon profil pour pouvoir accompagner la personne, en plus de toutes les problématiques apportées. Bernadette veut modérer. Non, mais oui, de fait, je modère. Alors, ce sont effectivement peut-être des pratiques d'école, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu des difficultés, le nombre d'années d'ancienneté d'un professionnel, on ne va pas forcément le prendre en compte. Après, il est évident qu'un jeune qui sort juste de son diplôme va peut-être être plus en difficulté pour accompagner un stagiaire et pour transmettre, effectivement. Il peut y avoir... nous, on a des étudiants qui sont tutorés par 2 personnes, 3 personnes. C'est pas un souci de le faire ainsi.
Et au niveau de la référence, donc travailleurs sociaux, vous parlez des conseillers ESF, une partie du stage peut très bien être accompagnée par un autre travailleur social de même niveau. Donc une AS et un CESF peuvent prendre ensemble un stagiaire et partager. Enfin, il y a quand même beaucoup d'assoupissements qui peuvent être mis en place pour justement permettre aux jeunes de faire sa formation. Parce que de fait, formation, si vous preniez la situation des CESF, 560 heures de formation pratique pour un jeune par voie initiale, 540 heures de formation au centre de formation. Donc la co-formation, elle est effective. Et si le jeune ne peut pas accéder au terrain pour faire sa formation pratique, il n'y a pas de validité au niveau de son diplôme, il ne peut pas le présenter. Donc de fait, les choses s'assouplissent. Après, tout va dépendre aussi de la communication qu'il y a entre le terrain et le centre de formation et les modalités d'accompagnement du jeune qui vont être mis en place en co-formation, centre de formation et structure d'accueil. Et là, je pense qu'il y a un vrai travail et de vrais enjeux par rapport aux jeunes dans sa formation. On parlera de l'alternance dans un instant et je donnerai la parole à Evan Janrous dans un instant. Mais sur les stages, Sarah, vous accueillez, vous, des stagiaires ou pas ? Alors nous, au niveau de l'agence immobilière à proprement parler, on a cette année on accueille 2 alternants. Ah, on parlera des alternants tout à l'heure, mais stagiaires. Des alternants, moitié école, moitié voilà, mais pas en stage. Parce que le stage, en fait, effectivement, on voudrait pouvoir accueillir, mais il faut pouvoir déjà se dégager du temps pour pouvoir former et accompagner sur le terrain. Comme on disait tout à l'heure, le temps, malheureusement, il nous en manque. Déjà, pour les personnes qui sont dans la structure, accueillir et mettre peut-être en difficulté une personne ou pas avoir la possibilité de lui montrer tout ce qu'on souhaiterait lui montrer pour qu'il puisse faire ses armes aussi. Il vaut mieux pas en prendre que mal le faire, c'est ça. C'est à peu près ça. Evan, oui. Juste, je me permets, un alternant est aussi en formation. Oui, bien sûr. On revient à l'alternance. Donc tous ces éléments-là sont aussi très importants pour un jeune bien sûr. En sur les stages, Evan. Non, mais je voulais revenir. Alors, avant de rentrer en formation, sur les questions de comment sont valorisés ces métiers-là, si on refait le parcours de formation, en tout cas donc j'ai de l'information sur ces métiers-là. Il y a un sujet, par exemple, qui est assez peu discuté dans notre champ, c'est la question de la marque employeur ou de la marque secteur. C'est quoi la marque des professionnels du logement d'insertion ? Voilà, c'est quoi qu'on met en avant en termes de campagne de com et autres. Donc ça serait une question à développer, d'autant plus qu'on reste quand même chez les ALID dans des espaces de travail qui sont quand même moins durs qu'ailleurs. Il faut aussi le dire, c'est quand même beaucoup plus confortable ici, on n'est pas face exactement aux mêmes problématiques qu'ailleurs. Donc il y a la question de la marque employeur, et de façon générale sur les campagnes de communication, la place qu'on arrive à faire sur la réalité du métier, l'éthique du métier, et pas seulement sur les questions d'engagement ou de vocation. Les questions d'engagement ou de vocation, en fait, elles masquent potentiellement à des futurs professionnels la réalité que c'est des horaires décalés, c'est dur, c'est des métiers de présence, c'est des métiers des fois de contact aussi, physique, potentiellement, avec des publics. Enfin, voilà, cette réalité-là, on a du mal à la définir, et l'éthique, la forte exigence éthique. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on rentre en formation. Je ne reviendrai pas sur stage, alternance, mais la réalité, c'est quand on a nos financeurs en tant qu'employeurs qui financent, il faudrait pouvoir les interroger sur est-ce que vous savez que nous sommes aussi un espace de formation ? Parce que oui, la co-formation, elle existe. On est sur des formations où la logique, c'est l'alternance intégrative. Donc, il y a autant le centre de formation qui est en jeu que l'employeur dans sa conception de la formation. Mais l'employeur, il faut qu'il ait les moyens de pouvoir former la relève. Et donc, dans son contrat de gestion, quel qu'il soit, est-ce que ça peut être pris en compte ? Et là-dessus, on a du mal parce qu'on est aujourd'hui, on recentre sur les organisations sur produisez du service, produisez de l'accompagnement, produisez de l'accueil. Enfin, c'est un peu, excusez-moi, c'est pas les termes qu'on a l'habitude de dire, mais globalement, accueillez des personnes. On leur dit pas former, accueillez et former la relève. Et donc, du coup, on est en train de perdre une prospective, c'est-à-dire une capacité à anticiper le fait que demain, des professionnels vont partir à la retraite. Je tiens à rappeler quand même que la majorité, enfin plus de la moitié en tout cas des professionnels ont plus de 50 ans. Enfin, c'est-à-dire qu'on on arrive sur une génération qui va progressivement passer à la retraite dans les 10-15 prochaines années. Donc, on a un appel d'air qui va se créer, qui va être énorme. Donc, il y a un enjeu d'investissement public dans ce secteur-là pour financer de la place pour des futurs alternants. Et le dernier point que je voulais finir, c'est une fois que j'ai fait ma formation, elle me donne un cadre général, un diplôme général. On insiste beaucoup au CESE sur l'idée qu'il faut que ça reste un diplôme généraliste.
C'est une possibilité pour la personne de pouvoir ensuite avoir une employabilité maximale, si on reprend ces termes-là, mais surtout de pouvoir choisir là où il va exercer. En revanche, ce qu'il faut développer, c'est quand j'arrive dans mon secteur d'activité, quelle est la formation d'arrivée sur le poste. Je reste juste sur la com, sur la marque. Non, mais j'y reviens. Sur la marque employeur, la com, etc. Est-ce que les structures aujourd'hui Coudiev sont des structures ouvertes, c'est-à-dire qu'elles ouvrent leurs portes? Est-ce que vous avez des exemples de structures dans l'UNAFO qui créent des partenariats aussi pour communiquer, informer aussi à l'extérieur? Alors, à l'extérieur, enfin, j'ai plutôt, là, me vient l'expérimentation d'un partenariat entre une association et une école du travail social, justement, dans cette dynamique de promotion des métiers du logement accompagné, qui a eu l'opportunité de travailler sur un module un peu immersif autour de la gestion locative sociale dans une pension de famille. Et d'ailleurs, c'est l'association Areli qui a mis en place cette expérimentation avec l'Institut social de Lille. Et je trouvais que dans la démarche, c'était extrêmement intéressant parce que, enfin, je pense que pour les stagiaires, c'était hyper intéressant parce qu'il y avait 2 jours, je crois que c'était 14 heures, c'est ça, d'immersion dans une pension de famille avec quelque chose de très opérationnel, la rencontre des résidents, la rencontre des équipes aussi. Et je pense que ça, c'est des moments en fait qu'il faut valoriser. Bon, malheureusement, cette expérimentation, pour le coup, elle n'a pas pu être dupliquée ailleurs, même si elle continue à être mise en œuvre. Mais je pense que ça, c'est par exemple un exemple hyper intéressant, sans oublier en effet qu'on est déjà sur des contenus de formation extrêmement denses et que du coup, ce type d'immersion, enfin, moi j'entends complètement qu'on ne puisse pas le mettre en œuvre partout et de la même manière. Mais c'est la démarche en fait de se dire qu'en fait on a mis une association, un employeur potentiel et une école, ils ont réussi à monter un projet pour favoriser la promotion des métiers du logement accompagné et aider aussi ces jeunes à se projeter dans des métiers du logement accompagné. Et en ça, je trouve ça plutôt cool. Est-ce que les métiers du logement accompagné, les métiers du logement d'insertion viennent dans les écoles aussi parler aussi de ce qu'ils font et de ce qu'est leur activité? Alors oui, ils viennent, enfin moi sur PACA, puisque c'est ce que je connais, ils viennent non seulement rencontrer les étudiants en travail social, mais ils vont aussi sur les terminales. C'est-à-dire que sur les portes ouvertes des lycées, les structures vont présenter leur métier et vont présenter aussi le cursus qu'il faut pour pouvoir accéder à ces métiers. Et on a de plus en plus d'employeurs qui souhaitent participer justement aux journées portes ouvertes, etc., mais dès la période pré-bac, de façon à pouvoir en parler et motiver les jeunes dans ces métiers-là. Ils sont chassés dans les écoles aussi? Les jeunes à la sortie de l'école? Parce qu'ils sont rares, effectivement, après c'est difficile à trouver. Ah oui, ils sont même chassés avant d'avoir leur diplôme. Ce qui pose des soucis d'ailleurs en formation. Pourquoi ? Parce qu'ils partent avant la fin de la formation sur leur terrain de stage et donc on aménage. Mais bon, c'est là où les centres de formation, on aménage, on se débrouille, on est souple. Donc on aménage avec l'employeur et on négocie qu'il y ait quand même des temps de retour au centre de formation sur la fin de la formation pour qu'ils puissent passer ces épreuves dans de bonnes conditions. Mais oui, bien sûr, ils sont chassés. Sur l'alternance, Sarah, vous avez 2 alternants, c'est ça, chez vous? Alors nous, on a 2 alternants en termes gestion locative. Comment vous arrivez, parce qu'on disait que la difficulté du stage, c'était d'avoir le personnel pour les tutorer, mais dans une alternance, il faut aussi un peu de tutorat. Alors, pour moi, en tout cas, la difficulté du stage, c'est que c'est vraiment sur une courte période et bien définie. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une personne absente, il faut que tout le monde soit présent, qu'il y ait quelqu'un qui puisse se dépêcher, enfin, s'écarter pour pouvoir former la personne, et vraiment sur ce laps de temps. Sur l'alternance, on forme, on met en application ce qu'on lui montre, et on peut reformer 15 jours après, 3 semaines après, sur un autre sujet, sur un autre module éventuellement. Voilà. L'alternance, c'est bien, ça marche bien, c'est pas cher en plus. L'alternance, ça marche très très bien. Et c'est pas cher, enfin, en plus, c'est vrai. Il y a beaucoup d'aides aujourd'hui sur ce ça coûte rien avec les aides de l'État. Et le taux d'insertion, c'est quoi ? Au taux d'insertion, de toute façon, par l'apprentissage ou pas par l'apprentissage, on a des taux d'insertion de 100% à poste 15 jours après l'obtention du diplôme, voire même avant. Donc il n'y a pas de souci de taux d'insertion. Juste un mot avant qu'on parle justement de l'intégration dans les structures une fois recrutées. Coudiev, sur le partenariat, vous vouliez évoquer UNAFO, UNAFORIS.
Oui, parce que du coup, un beau jour, on s'est rencontrés avec une personne de l'UNAFORIS et on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Enfin, du coup, je lui avais exposé les différentes problématiques des employeurs de l'UNAFO et plus largement des acteurs du logement d'insertion. Et elle m'a expliqué qu'il y avait déjà des projets dans certaines régions avec des écoles du travail social qui avaient une appétence à traiter la question du logement accompagné, pas forcément dans transformer les contenus de formation, mais en tout cas qui était dans une dynamique de sensibilisation des jeunes personnes en formation à la question de l'accompagnement vers et dans le logement. Et donc, ce qu'on s'est dit initialement, c'était... en fait, on est parvenu à dessiner 2 axes de travail. Le premier, on est vraiment sur la partie formation initiale et promotion des métiers du logement accompagné. Et donc, on avait eu une idée, ça me fait rire aujourd'hui, de base, qui était d'avoir un salon de recrutement du logement accompagné co-construit en fait avec les adhérents de l'UNAFORIS. Pardon, l'UNAFORIS, c'est l'union qui fédère les écoles du travail social en France. Et donc voilà, assez naïvement, on s'est dit on va faire un salon de recrutement, ça va être génial. Bon, on a compris que c'était pas possible, qu'on retrouverait à peu près les mêmes ratios par rapport, je sais pas moi, pour 10 offres d'emploi, on va avoir une candidature. Là, ça aurait été exactement la même chose, 10 employeurs et un seul candidat potentiel, et que ça marchait pas comme ça, et que ça répondait pas en plus à notre projet autour de la sensibilisation. Ce qu'on veut, c'est avoir un espace pour présenter un peu nos métiers, et puis accompagner en fait la transformation de la vocation sociale des personnes en métier du logement accompagné. Et ça va au-delà d'un job dating et puis d'une transmission d'offres de postes. Et donc on est en train de construire ces journées-là sur les territoires avec l'UNAFORIS et ses adhérents. Donc, voilà. Parlons de l'intégration, effectivement. Evan a lancé le sujet tout à l'heure. Vous l'avez fait aussi, Koudiev, c'est dire que c'est important. Est-ce qu'on a le sens de l'accueil dans les structures, Odile Pécou ? Est-ce qu'on a le sens de l'accueil des jeunes salariés, de ceux qu'on recrute ? On a eu du mal à les trouver. Une fois qu'on les a, est-ce qu'on prend le temps quand même de les accompagner ? On essaye. Si on a le temps. Si on a le temps. C'est ça, on essaye quand même, c'est un peu l'objectif. Après, ça reste quand même une vraie difficulté, si on veut être tout à fait honnête. Il y a des associations qui ont des fonctionnements ou des ADN un peu plus complexes que d'autres, qui sont beaucoup plus longues pour s'approprier le fonctionnement, etc. Objectivement, je pense que ça reste insuffisant. Même si en essayant, ça reste insuffisant sur une question de temps et de force vive notamment. Ouais. Sarah, et de transmission de l'histoire par les collègues, étant donné le turnover aussi. Sarah, il y a un parcours établi que vous avez formalisé ou pas, d'accueil des jeunes salariés ? Pas alternants, salariés. Au niveau des salariés, oui, il y a un accompagnement. Aujourd'hui, c'est moi qui, au niveau de l'agence immobilière, c'est moi qui les accompagne, qui les forme pour pas justement venir en surcharge des gestionnaires présents sur l'agence et pas leur prendre en fait du temps de travail qui est déjà insuffisant. Ça, c'est un point important pour vous à travailler, Bernadette Latron. Les retours que vous avez de vos élèves, une fois qu'ils sont accueillis, c'est un effet déceptif quelque part ou pas ? Ah oui, c'est clair. En fonction des structures dans lesquelles ils sont, certains vont avoir vraiment un accueil qu'on va considérer comme privilégié, du coup, alors il peut être classique. Et ça change complètement l'aisance en fait que le stagiaire ou l'apprenti va avoir au sein de la structure pendant tout au long de son stage. Il va commencer à adhérer un peu à la culture, aux échanges, etc., de ce qui se passe au niveau des salariés. Est-ce qu'Evan Jeanne-Rose, un bon accueil, je ne sais pas si c'est une garantie, mais en tout cas, on favorise à terme peut-être une fidélisation aussi de son salarié ? Déjà, on garantit que la personne vive bien son arrivée dans son espace de travail, qu'elle se sente pas mal à l'aise et autres. Sinon, oui, pour le coup, c'est comme ça qu'on l'a considéré, mais je voulais le dire tout à l'heure parce que le parcours de formation, c'est vraiment jusque-là, quoi. Et donc cette partie-là du temps de formation, il est plus difficilement pris en charge aussi par nos OPCO, parce qu'en fait, il y a une réforme de la formation professionnelle qui fait que faire passer des actions de formation en entreprise sur de l'accueil de stagiaires ou sur de l'accueil de professionnels ou sur de l'adaptation de postes, c'est de plus en plus difficile parce que c'est plutôt orienté sur de la certification. Et donc, il faudrait du coup développer des certifications. Est-ce que c'est des certificats de qualification de branche, interbranche, enfin bref, qu'est-ce qu'on développe comme certification pour dire juste, en fait, on a besoin que pendant un mois, potentiellement, on nous finance l'arrivée d'un
salarié, enfin on nous soutienne sur la formation d'un salarié parce qu'on a un espace de formation. Donc là, il y a aussi des sujets où malheureusement, enfin ici, là dans la salle, on n'a pas la main directement. Là, il y a une question de loi, enfin de cadre législatif qui nous contraint un peu et qui est assez difficile. Nous, on a eu des témoignages d'employeurs qui tentaient encore de penser un accueil sur 1 mois. Mais c'était compliqué, hein. Moi, je dis bravo à eux parce qu'ils avaient la possibilité d'imaginer en plus des salariés qui pouvaient aller travailler dans un autre service ou chez une autre organisation qui partageait dans le même réseau avant de revenir, histoire qu'elle ait au moins une fois pu voir deux espaces de travail, deux façons de concevoir le travail différentes. Mais il y a sans doute un petit champ de bataille ou de réflexion, enfin d'innovation là à réactiver en notre sein. C'est pas un objet d'une formation, ça, Koudiev, quelque part, de formaliser un vrai parcours d'intégration, un parcours collaborateur, comme on dit dans les entreprises. Peut-être à soumettre à nos adhérents RH. Mais pour le coup, sur la dimension un peu stratégique du parcours d'intégration, enfin, en effet, il y a la question de la durée. Quand on dit que dans certaines associations, en effet, le parcours d'intégration, il va être formalisé. Bien souvent, il est formalisé. Après, c'est la difficulté de mise en œuvre au regard des impératifs organisationnels, de présence, etc. Et d'autres vont penser le parcours d'intégration sur du moyen-long terme. J'ai vu des parcours d'intégration sur plus d'1 an, voire sur 3 ans, qui intègrent du coup une formation, mais la formation, elle est plurielle, elle n'est pas uniquement sur de la formation externe avec des organismes de formation, etc. Ça va être aussi reconnaître la formation qui est faite en interne. Finalement, quand je prends le temps d'accueillir une nouvelle personne et lui montrer comment fonctionne le logiciel, etc., c'est de la formation qui mérite d'être reconnue. Et là, pour le coup, la loi Avenir Professionnel nous a un peu aidé aussi à structurer ce type de formation avec la reconnaissance de la FEST. Du coup, et il y a une troisième forme de formation qui est aussi celle de l'expérience. Et celle de l'expérience, elle se base aussi sur le travail, les espaces de travail que les personnes vont avoir avec les personnes qu'elles accompagnent. Voilà, que les salariés vont avoir avec les personnes qu'elles accompagnent. Et qui est aussi une forme de formation qu'il faudra aussi formaliser quelque part. L'espace, c'est-à-dire, vous voulez dire quoi par l'espace ? Ce que je veux dire, c'est toute l'expérience qui va se construire avec les résidents et les personnes accompagnées. Voilà, ça c'est c'est un autre type de formation. On essaye de le porter à travers l'intervention, par exemple, de pairs aidants en formation en disant les personnes accompagnées et logées doivent concourir au développement de compétences des intervenants sociaux, grosso modo. Donc voilà, et c'est cette troisième forme-là qu'il faut un peu plus formaliser. Mais aujourd'hui, le rôle de l'entreprise, association apprenante, je pense qu'il faut qu'elle puisse articuler ces 3 formes de formation tout au long du parcours professionnel des personnes. Et c'est un facteur de fidélisation. Autre facteur peut-être de fidélisation, on parlait des jeunes tout à l'heure, mais ils le demandent aujourd'hui dans les entretiens de recrutement, certains, c'est est-ce que je vais pouvoir monter en compétences, être formé pendant le temps où vous allez m'employer ? Est-ce qu'aujourd'hui on a le temps ? Est-ce que les travailleurs sociaux sont en demande, par exemple, de formation continue au DIL ? Est-ce qu'ils ont le temps d'y penser d'ailleurs ? Est-ce qu'on a le temps de leur fournir ou de leur proposer cette formation ? Est-ce que c'est une demande ou une frustration de ne pas l'avoir ? Si, c'est toujours une demande pour la plupart. Après, c'est concerté avec le responsable sur les besoins ou autres. Mais oui, il y a toujours cette demande et les formations se font. Les formations se font. Ouais, je trouve que ça fonctionne encore bien, en tout cas à mon niveau. Il y a une demande de Koudiev ou pas de la part des salariés ? Oui. Ou est-ce que c'est finalement l'employeur qui va proposer ? Moi, je trouve qu'en général, ils identifient assez bien la nécessité de partir en formation. Après, encore une fois, ça se confronte aux impératifs organisationnels. Nous, on a un parti pris, et quand je dis nous, c'est vraiment les organismes de formation des ALI. On concourt surtout à la formation professionnelle continue. Nous, on se positionne en complémentarité avec l'offre de formation qu'il y a aujourd'hui. Les salariés sont hyper contents de venir en formation. On a des taux d'engagement relativement forts par rapport à la formation professionnelle continue sur le territoire français. Donc moi, ils sont toujours ravis de partir en formation. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On s'oxygène, disons aussi. Oui, c'est bien de s'oxygéner. Mais je pense que je pense qu'ils ont l'habitude déjà, ils ont un certain niveau de pratique formative. Je ne sais pas si c'est des choses qui sont véhiculées dans le cadre de leur formation initiale. Donc, reconnaissent l'importance de la formation tout au long de sa vie professionnelle,
Après, il y a des difficultés quand même qu'on ne peut pas nier, les difficultés de financement. Quand on est tout seul sur un site, c'est difficile aussi de laisser la résidence sans interlocuteur, sans référent de l'institution. Enfin, voilà, quoi. Sarah, c'est formalisé chez vous? Il y a un programme de formation ou pas continu pour vos salariés? Vous avez Alors, le temps? il va y avoir des formations qui vont être proposées. C'est les salariés effectivement qui se positionnent sur les formations qui vont les intéresser tout simplement. Bernadette Latron, vous sentez chez les élèves, est-ce que c'est une question qui se pose? Est-ce que ensuite, tout au long de mon emploi, je vais aussi avoir cette accession, cette possibilité d'échanger avec d'autres aussi? C'est ça, les journées de formation? Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose, je pense, qui est essentiel aujourd'hui, effectivement, de pouvoir échanger, de ne pas rester dans l'entre-soi aussi. Et de ce fait, je sais qu'en formation, on les sensibilise beaucoup au fait, par exemple, il faut qu'ils participent à des colloques, il faut qu'ils se sentent légitimes pour le faire. Parce que parfois, lorsqu'on a des étudiants en formation, ils sont en formation, donc du coup, s'il y a un colloque, presque ils s'interdisent d'y aller parce qu'ils ne se sentent pas forcément légitimes. Et donc, c'est tout ce travail qu'on peut faire avec eux sur, oui, vous êtes légitime à continuer à vous former, à continuer, vos compétences, elles sont jamais vraiment acquises. On peut toujours continuer à les travailler. Donc, c'est quelque chose qu'on leur insuffle en formation et effectivement pour lequel ils sont en attente. Entre deux offres d'emploi, l'employeur qui va proposer des formations régulières ou des temps de partage ou des participations à des réunions lambda avec d'autres structures, etc., ils vont plutôt s'orienter vers là parce qu'ils ont l'impression que de temps en temps, ils auront un petit peu d'air. L'analyse de la pratique, c'est aussi quelque chose d'essentiel pour les équipes. Koudiev et Evan ensuite. Oui, je voulais dire, il se passe aussi quelque chose d'assez magique en formation. Enfin, ça reste un espace aussi où le salarié prend de recul sur sa pratique, la confronte à celle de l'autre. Donc, il y a cette auto-formation qui se fait. Et puis, pendant les temps de formation, on sent qu'ils apprennent aussi à valoriser ce qu'ils font. Voilà. En fait, je pense qu'il y a... Voilà, c'est aussi une opportunité pour eux de valoriser le travail qu'ils font au quotidien. Et ça, c'est tant qu'on a des espaces... plus il y a des espaces comme ça, mieux c'est, je pense. Oui, Bernadette, vous vouliez faire un complément? Non, c'est un des points essentiels, moi, je trouve, de la démarche qualité. C'est qu'elle a imposé de mettre noir sur blanc tout ce qui est fait, tout ce qui se fait. Et effectivement, on réalise en l'échangeant, en le parlant, tout ce qu'on fait finalement. Vous le dites mieux. Moi, sur la question de l'organisation comme espace, comme lieu de formation, je vous l'ai déjà dit, c'est quelque chose qu'on considère assez fortement. Ce qui pose forcément la question dans les indicateurs de gestion de la place des temps d'analyse de pratique, de supervision, les temps de réunion en fait. Et est-ce que ce sont des temps de réunion qui sont considérés comme des temps productifs ? Au premier sens du terme, en disant c'est là où on produit du travail. On ne produit pas du travail seulement dans la relation avec la personne, c'est-à-dire sur le ratio dans le temps de travail d'un professionnel. C'est pas parce qu'il passe de plus en plus de temps avec quelqu'un, avec la personne accompagnée, qu'il réalise un bon travail ou un meilleur travail. Il y a une partie de son travail qu'il doit passer avec ses collègues ou qu'il doit passer avec d'autres collègues si c'est pas dans la même organisation de travail. Donc du coup, c'est comment c'est inclus dans ces indicateurs de gestion et dans les indicateurs de contractualisation. C'est ça l'enjeu, parce que on peut partir. Il y a des employeurs qui, à mon avis, je sais pas pour vous dans la salle, je suis pas sûr que personne dise non, moi je m'en fous, mais globalement on a envie, quelque chose qu'on veut faire. La question, c'est de le faire reconnaître dans les modalités de contractualisation avec la puissance publique, qui est quand même majoritaire dans nos modèles de financement. Donc on a quand même quelque chose à jouer là-dedans. Donc ça, c'est une préconisation en tant que telle, c'est de faire reconnaître les temps dits improductifs, parce que c'est vraiment des termes qu'on entend encore, comme des temps de production du travail social. La formation continue, oui. Oui. Juste pour compléter, sur ce besoin de faire reconnaître justement ces temps de travail. Par exemple, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est même pas financé. Ça dépend des OPCO. Certains vont reconnaître justement l'analyse de la pratique professionnelle comme des temps complémentaires à la formation, donc vont accepter de le prendre en charge, et d'autres ne vont pas le faire. Et donc ça, déjà, c'est un frein au fait de mettre de l'analyse de la pratique professionnelle au sein des structures. La formation continue, vous avez le sentiment que c'est maintenant considéré comme non plus comme une charge, parce que ça l'a souvent été, en tout cas c'est un peu la 5e roue du carrosse, on le fait si on a le temps, mais... Oui, forcément, je prêche pour ma paroisse, la formation professionnelle continue. Mais est-ce que c'est vécu comme une charge par les entreprises ou par les structures ?
Forcément, c'est un poste de dépense. Et ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas vu comme un outil stratégique de développement des structures. Je pense que c'est plus là le travail. Enfin, là, il y a il y a un petit travail à faire quand même, je pense, de se dire... En fait, on est tout de même. Je pense qu'il est difficile de développer une structure, une entreprise, une association avec un niveau de compétence constant. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'en fait, la formation, voire le développement des compétences, doit être un outil justement du développement, mais plus qu'un axe, un outil du développement des associations et entreprises. Et comment ne pas re-questionner des compétences quand on est face à un public qui lui-même évolue? Oui. Non, mais je m'interroge en même temps. Vos questions, si vous voulez, maintenant, pour rebondir aussi. Alors, questions ou témoignages aussi, hein, bien sûr. Bertrand de Clémy, donc président de l'UNAFO. Deux questions qui n'ont rien à voir. La première, on a parlé... Vous voulez reparler de l'énergie ou pas, Bertrand? Tout à l'heure. C'est un running gag. Bon. Non, la question de la précarité, du recours à l'intérim, de la précarisation aussi de ce métier, qui va quand même de pair avec une façon, un mode de financement de l'action sociale quand même. On est de plus en plus amené à devoir répondre à des appels à projets, d'autant plus si on veut faire bouger les lignes sur des sujets d'innovation sociale, qui inévitablement sont sur des durées limitées et qui posent la question à l'employeur de comment je fais pour mobiliser une ressource compétente qui a envie de faire bouger des sujets pointus, sans avoir la visibilité dans le temps du financement de cette ressource. Donc ça, c'était un vrai sujet. Encore récemment, on répondait donc à un appel à projet sur le contrat d'engagement jeune en rupture, où il y en a beaucoup d'ambition et de volonté sur ce sujet-là, mais ça repose à nouveau sur le fait que c'est le gestionnaire, l'employeur, qui porte le risque de l'après, quoi. Bon, deuxième sujet qui n'a rien à voir, j'avais prévenu, donc plutôt Bernadette. On voit effectivement la difficulté, même si c'est moins prégnant dans votre témoignage, d'attirer des candidats à la formation initiale. C'est nous, en tout cas, dans la région des Hauts-de-France, un vrai problème. On a un certain nombre d'organismes qui se plaignent de ne pas trouver des candidats à la formation initiale. Par contre, apparaît aujourd'hui un nouveau profil. Ça reste marginal, mais bon, c'est la reconversion, puisque post-Covid fait qu'on sait aussi, ça rejoint ce que disait Evan aussi sur la quête de sens. Sarah a apporté également son témoignage sur je m'y retrouvais plus, donc j'ai fait évoluer ma trajectoire personnelle. Est-ce qu'effectivement vous ressentez une pression à la porte de candidats à la formation de travailleur social en formation en reconversion? Alors oui, effectivement. Alors, c'est quelque chose parce que mon établissement est adhérent Unaforis et donc Aforis PACA. Et donc, je fais partie de la commission DE au niveau d'Unaforis. C'est quelque chose qu'on a abordé dernièrement, justement, et où on s'est dit que finalement, le passage de ces formations sur Parcoursup, quelque part, nous a mis des œillères sur les anciens apprenants qu'on avait, où on avait beaucoup plus d'ouverture, justement, beaucoup plus d'attention, finalement, à apporter à ces personnes en reconversion. Et donc, on les a un petit peu perdus de vue, on a un petit peu laissé de côté, finalement, tout ce pan de personnes qui souhaitaient se former. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on va à nouveau reporter notre attention et notre sensibilité. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes en reconversion professionnelle. Alors, on parlait de sens, de perte de sens. On a des personnes qui viennent du domaine bancaire, de domaines très, très variés et qui, à un moment donné, se disent mais finalement, ce travail de l'humain, ça me semble essentiel, etc. Et donc, il y a un point particulier. Et en plus, pour nous, en formation, c'est très intéressant d'avoir ces personnes-là parce qu'elles vont tirer justement les plus jeunes, elles vont permettre d'avoir des débats complètement différents, d'avoir des réflexions totalement différentes, parce qu'elles vont poser les choses autrement, elles ne vont pas forcément identifier les mêmes valeurs du travail social que des jeunes qui ont des parcours très différents. Elles vont aussi amener les jeunes. Nous, quand on dit à un jeune, en fonction de son parcours professionnel aujourd'hui, alors je caricature un peu, mais ils sont tous 10 quelque chose, les jeunes aujourd'hui qu'on a en formation.
dyscalculie, dysorthographique, etc., etc. Donc ce qui fait qu'on a des jeunes qui, lorsqu'on est sur des écrits professionnels ou autres, sont en grande difficulté. Et ces personnes qui ont un parcours différent, donc nous on va leur dire attention, il faut travailler tel point, tel point, tel point. Et ces personnes qui sont en reconversion, en fait, vont leur apporter ce qu'on disait tout à l'heure avec les travailleurs pairs, vont leur apporter une réalité de terrain où effectivement on doit faire des rapports, on doit faire, et que ce passage à l'écrit, il est très important. Donc c'est vraiment un public qu'on apprécie, nous, d'avoir en formation et sur lequel il faut qu'on revienne un petit peu. Et juste, je pense que c'est aussi un axe de travail, justement, autour de nos stratégies de recrutement. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va capter les personnes qui ont une vocation sociale pour les sensibiliser à nos métiers et de voir comment est-ce qu'on peut les accompagner pour qu'elles puissent, derrière, concrétiser ce projet. Et je pense que ça fait partie aussi d'un axe de travail qu'il faut travailler à la fois en réseau, à l'échelle des ALIP, parce que du coup, on est plus fort, mais aussi avec nos partenaires de recrutement. Les écoles du travail social en font partie, mais aussi des cabinets de recrutement, des agences d'intérim, des associations aussi de quartier qui peuvent avoir justement des personnes qui ont une vocation sociale, mais qui ne la traduisent pas forcément en emploi comme nous on l'entend. Je rajouterais et les universités, vraiment j'insiste, les universités sont je ne sais pas pour ceux qui ont fait les dernières personnes dans la salle qui ont fait des recrutements, on n'a pas que des profils diplôme d'État, on a de plus en plus de profils universitaires. Et il faut qu'on parle au champ universitaire. Mais vraiment, donc je le redis encore une fois, en tout cas je profite de là pour le dire. Le deuxième point, c'est qu'on est très axé sur la question de formation, parce que c'est un enjeu, c'est souvent le couple emploi-formation. On a eu l'habitude de penser les questions d'attractivité par ce couple-là. Soit la formation est défaillante, ou alors la formation est défaillante en initiale, ou la formation en lieu de travail, ou alors les conditions d'emploi par lesquelles qu'on propose aux salariés sont défaillantes. Donc je reviens sur le OCSE, on dit attention, le dernier point, c'est les questions de travail, conditions de travail, l'organisation du travail. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de le redire, mais si je le dis, c'est parce que c'est en lien avec ce qui a été abordé sur la question de la façon dont on contractualise avec la puissance publique. Elle impacte fortement la façon dont on organise le travail, sur les temporalités. En fait, là, un jeune, vous aurez un jeune avec trouble psy et puis à la rue, mais vous avez 18 mois maximum pour l'accompagner. Ça pose des questions d'organisation et d'incohérence éthique flagrantes. Donc ça, c'est un des sujets qu'il faut pouvoir poser non plus aux employeurs juste en tant que c'est aberrant ce que vous nous dites, c'est aussi en fait avec ça, vous allez contribuer au fait que nos salariés ne vont pas vouloir y répondre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est même dépossédé de la possibilité d'y arriver. C'est-à-dire que donc il faut que la puissance publique entende que de toute façon, même si nous on a accepté de signer avec eux le contrat, derrière les professionnels refuseront de le faire en désertant les espaces de travail. La question de l'organisation du travail, c'est aussi poser la question de la santé. Je le redis, la santé au travail, on l'évoque assez peu, mais je pense qu'il faut qu'on reparle de santé psychique, de risques psychosociaux. Il faut qu'on arrive à se parler de ça pour que les salariés ne quittent pas le secteur. Et en fait, là, depuis tout à l'heure, du coup, on se centre sur les salariés qui arrivent. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet d'attractivité. Mais on a quand même un sujet pour qu'ils restent quand même nos salariés. Et s'ils ne restent pas, c'est parce que incohérence éthique, parce que perte de sens, mais aussi parce que pénibilité psychique, atteinte à leur santé en tant que travailleur. Il y a un conseiller qui disait que le travail était malade, et puisqu'il est malade, il est contagieux pour les salariés. Et il y a peut-être quelque chose autour de ça. C'est que, est-ce que notre travail, il n'est pas un malade de quelques dispositions qu'on a acceptées, qu'on a mises en œuvre ou qu'on a participé à construire d'ailleurs, qui avaient du sens peut-être il y a 15 ans, 20 ans, dans la façon dont c'était pensé, mais aujourd'hui il faut renouveler nos modèles. Et c'est pas qu'un enjeu Ali, donc du coup c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a aussi des alliances à faire pour penser la même question avec des EHPAD, si on reste dans le champ du social, avec des EHPAD, avec de la protection de l'enfance, avec les personnes en situation de handicap, voilà. Mais on peut aussi le penser avec la restauration, qui se pose des questions horaires décalées, contrats précaires, etc. Et globalement, elle fait face à des conditions d'emploi qui sont effectivement pas dans le même secteur, mais qui se rapprochent dans les conditions. Mais par contre, une question d'organisation du travail aussi particulière. Donc voilà, je voulais juste, je ne sais pas si on avait l'occasion de revenir, mais je voulais revenir sur cette question de le travail. Comment l'organisez-vous chez vous ? Est-ce que les professionnels sont associés à l'organisation du travail, à la pensée du projet de fonctionnement ? On a une préconisation aussi qui rappelle qu'on a des phénomènes de concentration qui sont de plus en plus forts dans notre champ. On est de plus en plus gros, pour le dire simplement. Sauf que plus on est gros et plus on crée une strate d'encadrement nouvelle de professionnels qui sont les managers. Et donc dans les managers, du coup, ils vont aussi être plus spécialisés. On va avoir le modèle de l'action sociale et médico-sociale, c'était un établissement. On demande à un établissement de faire un agrément, d'avoir une singularité dans chaque établissement.
Sauf que l'établissement, il est rattaché à un employeur qui, lui, en gère 40. Et les 40, il les gère avec la même direction des ressources humaines ou avec la même direction pédagogique et éducative, ce qui est normal. Enfin, ça s'appelle la mutualisation qu'on nous a vendue dans tous les sens. Et donc, du coup, on a dit mutualisation, spécialisation, comme ça, c'est traité via le siège, ça facilite la vie des équipes de terrain. Il y a du vrai et il y a évidemment des limites. Et il s'agit aujourd'hui de discuter de ces limites-là. Qu'est-ce qui fait qu'un encadrant de proximité qui n'a plus la main sur les questions RH ou qui a l'obligation de devoir passer par des circuits ou alors sur d'autres circuits décisionnels, comment est-ce qu'il peut accompagner au quotidien, avoir cette latitude de souplesse? C'est une des questions qui s'est posée à nous et c'est très variable d'un employeur à un autre. Donc il y a vraiment là, on n'a pas fait de préconisation en disant il faut faire ça. Je pense que c'est plutôt la responsabilité de chacun et de chacune de se poser ces questions-là ou alors collectivement, parce que nous sommes dans des unions et des fédérations, d'oser utiliser ces unions et ces fédérations pour se poser les questions entre nous. C'est autre question. Oui. Kamel Seni, je suis responsable du pôle logement d'abord à la Fédération Solidaire. D'abord, merci aux personnes à la tribune pour tous ces éclairages. Moi, je voudrais rebondir et faire un petit témoignage sur la question de la formation continue. Vous avez posé la question, est-ce que la formation continue, c'est une charge ? En fait, elle coûte de l'argent, mais en réalité, c'est un investissement. Je pense que d'abord rappeler une chose, et je pense à tous les responsables et tous les directeurs, lorsque vous formez vos salariés, ils se sentent mieux. Assez souvent, votre organisation se sent mieux aussi. Ça marche pour les éléments de pointe, comme ceux qui sont parfois un peu en retard. C'est bien parfois de les envoyer 2 jours à Paris, ça fait respirer tout le monde, eux y compris. Donc c'est un vrai outil, la question de la formation est un vrai outil RH, indépendamment même de l'investissement futur et de ce que ça va rapporter. En sujet de ce que ça va rapporter, il faut bien entendre une chose, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'être des entreprises prédatrices qui vont chercher les talents ailleurs en disant je vais récupérer des éléments formés à droite à gauche. Non, on a les éléments formés, on les a et on doit continuer à les former. Et on peut, dans notre écosystème, on ne peut pas se comporter comme d'autres boîtes qui vont chercher les experts ou les meilleurs chez le petit copain. Ça n'existe pas. Il faut qu'on puisse, les conserver, évidemment, développer leurs compétences. Troisième sujet, sur le développement de la compétence, il y a une chose, ce qu'on appelle le syndrome de la reine rouge en matière de biologie, qui est que lorsqu'on n'avance pas, on recule. Nos systèmes organisationnels, nos systèmes administratifs deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus compliqués. Il y a un besoin pour nos équipes de continuer à se former, tout simplement, même pas pour être meilleur, mais juste pour rester à la même place. Et pour que, en rebondissant sur les propos initiaux d'Evan, il y a besoin de leur apporter un certain nombre d'outils, à la fois de la formation, j'allais dire, un peu large et pas stratosphérique, mais au moins sur des plans un peu élevés en matière d'enjeux. Les échanges de ce matin en matière d'enjeux contextuels étaient quand même assez intéressants et apportent des éléments de compréhension du monde et donc de la compréhension de son action. Parfois aussi des échanges qui peuvent être, enfin des formations qui peuvent être, j'allais dire, élargies et horizontaux. Je pense, chez nous à Solia, on a monté une offre de formation sur les violences sexistes et sexuelles, pour donner un exemple extrêmement pragmatique, avec les collègues du XAPA Ego de l'association Aurore. Un des exemples qu'ils donnaient très simplement, c'est qu'en ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles, les femmes, majoritairement, quittent leur conjoint violent 7 à 15 fois avant de le quitter définitivement. Si on est gestionnaire de logement et qu'on ne sait pas ça, en fait, comment on perçoit l'autre et comment on perçoit cette dame qu'on a tenté d'aider dans tous les en se lançant et haut et qu'on voit repartir vers son conjoint qu'on sait violent avec une emprise évidemment lamentable. Donc si on a ces éléments-là, ça nous permet de mieux l'accompagner, de mieux la comprendre. Donc il y a aussi des passerelles, encore une fois, horizontales sur des sujets qui ne sont pas strictement liés à sa compétence de gestionnaire de logement, mais également de travail social. Et les travailleurs sociaux ont aussi à s'inspirer, bien évidemment, des collègues gestionnaires. Merci. Merci Kamel pour le témoignage. Oui, je vous en prie. Bonjour, moi je suis Ouchen Ouiza, je suis directrice de résidence sociale à Saint-Denis. Donc c'est une petite association et je reviens sur ce que vous disiez sur les diplômes universitaires. Nous, les résidences sociales que j'ai, on a le label ORS et on est subventionné. Donc, on est soumis à avoir 3 diplômes qui sont conseillers en économie sociale et familiale, assistante sociale et EduxP.
Ça fait, moi, je me retrouve avec des difficultés. Je suis à Saint-Denis, donc déjà, la plupart du temps, quand on est dans le 93, Saint-Denis, les gens, ils ne se précipitent pas au portillon pour venir travailler. Une petite association. Et ça fait plus d'1 an que je me retrouve avec 3 salariés sur 5. Je mets des annonces, je ne trouve pas. Quand j'ai fait appel au département en disant mais c'est pas possible, il faut que vous arriviez à déverrouiller. Moi, j'ai des interlocuteurs qui ne veulent pas déverrouiller parce que déjà, je pense que le principal frein, c'est que ces personnes, mes interlocuteurs, sont des anciens CESF. Et moi, j'ai fait un peu le forcing. Je suis désespérée, quoi. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher un diplôme, un master de gestion établissements sanitaires et sociaux et une personne qui a fait une licence professionnelle. En gros, j'ai un peu imposé l'embauche de ces personnes qui n'avaient pas ce diplôme. Et ce qu'on m'a dit, c'est pas la même chose, ils peuvent pas faire le travail de la même façon. Je suis désolée, à la pratique, les 2 personnes, franchement, elles font un super travail. Et au niveau des écrits, je n'ai pas les mêmes problèmes de rendu de notes que si c'était une jeune salariée qui vient d'arriver. Voilà. On m'a imposé qu'elle passe la VAE. Je suis en train de trembler parce que sinon, je n'aurai pas mes subventions. J'espère qu'à fin décembre, elles auront leur VAE parce que sinon, je suis très mal. Et concernant le contrat de professionnalisation, je ne peux pas en prendre parce que je n'ai pas ces diplômes, une personne diplômée qui puisse les former. Et voilà, donc j'ai vraiment l'impression d'être un poisson là, dans un aquarium en train de faire le tour. Et je me dis, mais à quand est-ce qu'on va réagir? Parce qu'il y a des gens, j'avais vu des CV de personnes qui peuvent accompagner, qui n'ont pas ces diplômes-là. À quand est-ce qu'on va ouvrir, vraiment comprendre? Alors, je suis rassurée parce qu'au début, on m'a dit que j'avais un problème au département. Mon interlocutrice m'a carrément dit vous devez avoir un problème de politique RH. Ah oui, politique RH, si j'ai des CV, sauf que je n'en ai pas. Donc, on ne peut pas me dire que c'est un problème de politique RH. Voilà, je voulais m'exprimer et je suis contente de voir que je ne suis pas la seule et donc ça ne doit pas être un problème de politique RH. Merci. Merci, on va s'arrêter là. Merci. On va demander à Arnaud de Broca de venir conclure cette séquence. Vous pouvez gagner la salle. En vous remerciant, on vous applaudit tous les 5. Merci de vos éclairages et de vos apports. Le temps qu'Arnaud nous rejoigne, je vous précise que Ali a mis en place un nouveau site internet. Oui, où tu veux. Un nouveau site internet. Je le dis, mais tu pourrais le dire aussi bien que moi. Un nouveau site internet et d'ailleurs les comptes rendus de cette journée seront d'ailleurs disponibles dans les prochains jours. Exactement, je vais commencer par ça d'ailleurs, il est marqué là, logementdinsertion.org, un nouveau site internet qui inclut l'UNAGE évidemment, puisque l'UNAGE nous a rejoints aujourd'hui. Alors si vous attendiez de ma conclusion des réponses très concrètes, pas de la journée, mais de la table ronde, des réponses très concrètes au sujet de l'attractivité. Quels sont les 2-3 points? Vous serez déçus, mais en tout cas, quelques points de synthèse sans doute. Alors c'est clair et ça a été dit par, je pense, tous les intervenants que c'est un sujet qui dépasse le logement d'insertion, qui est un sujet qui concerne l'ensemble des secteurs et qui est même sans doute un sujet de société sur la question de la recherche du sens, de chercher une nouvelle organisation du travail. Alors, je pense qu'ici, on est à peu près tous convaincus que nos métiers, les métiers du logement d'insertion, peuvent contribuer, peuvent donner du sens à un certain nombre de personnes, y compris en reconversion professionnelle, où on peut peut-être attirer un certain nombre de personnes qui vont trouver une utilité sociale ou du sens à leur métier dans le logement d'insertion. Pour autant, on a dans nos métiers, comme dans d'autres, un certain nombre de facteurs qui conduisent à limiter l'attractivité. Ça a été évoqué, notamment
sur l'organisation du travail, sur les conditions d'emploi, qui sont évidemment des sujets, sur les liens avec les financeurs, la contractualisation, qui pèse beaucoup sur l'organisation du travail, qui peut peser en tout cas sur l'organisation du travail avec du reporting, avec des documents à remplir, sur la charge mentale aussi, qu'on a peut-être un peu évoqué, mais pas tant que ça, mais dans nos métiers, il peut y avoir quand même une charge mentale assez forte quand on accompagne des personnes en forte difficulté. Il y a aussi la question des salaires, alors qu'on avait un peu choisi de ne pas évoquer dans cette table ronde, même si évidemment ça a été un peu évoqué, et notamment la question du Ségur. On avait choisi de ne pas l'évoquer parce qu'on souhaitait justement parler de l'attractivité sans parler uniquement de l'aspect salaire, mais il ne faut pas non plus, en particulier aujourd'hui, qui est une journée de mobilisation sur les conditions de travail et les salaires. On ne peut pas non plus évacuer ce sujet. On sait que sur le Ségur, la DIAL a beaucoup fait pour que les acteurs du logement d'insertion au sens large soient inclus dans cette prime. Mais on sait aussi que ça pose quand même un certain nombre de questions, alors pratico-pratiques cette année, mais aussi de questionnements sur la pérennité dans les années futures, et aussi des oubliés, puisqu'il y a toujours les oubliés des oubliés. Alors, pendant la table ronde, Evan Janrose a évidemment présenté le rapport du CESE que je vous invite à lire. Il y a aussi d'autres rapports qui sont sortis récemment. Il y a le rapport de Denis Pifto que je vous invite aussi à lire, qui est aussi, me semble-t-il, assez intéressant sur le lien entre comment l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble des intervenants sociaux a évidemment un lien sur les personnes accompagnées, et comment aussi améliorer évidemment la situation des personnes accompagnées a un lien sur les situations de travail et les conditions de travail. Donc les rapports, on les a, les propositions, on les a. Certainement, il faut maintenant passer à une phase un peu plus active, et c'est peut-être là que finalement ma conclusion, si c'en est une, et ce sur quoi je veux insister, c'est forcément, on a commencé à travailler le sujet au sein des ALI. Il me semble, de mémoire, que c'est la première fois qu'on parle du sujet. Évidemment, ce n'est pas la dernière, parce qu'il n'y a pas une réunion à laquelle on peut aller, je pense, collectivement ou séparément, où ce sujet ne remonte pas. Et donc, on va évidemment continuer à y travailler. Continuer à y travailler par le biais de nos organismes de formation, ça a été dit. On a on a donc 4 organismes de formation à votre disposition et qui travaillent évidemment en étroite collaboration. On va continuer à y travailler aussi pour que cette question-là soit pleinement incluse dans les politiques publiques. Et je pense notamment au nouveau volet ou au prochain volet de la politique du logement d'abord. Je sais que la DIAL travaille aussi sur le sujet dans le document de synthèse un peu des travaux qui avaient eu lieu sur la programmation du secteur AHI qu'on a reçu récemment. L'attractivité du métier fait bien partie des questions posées, et nous sommes ici persuadés qu'on ne peut pas aborder la question du logement d'abord et des politiques publiques sans aborder la question de qui le fait, de qui les met en œuvre, et donc la question de l'attractivité des métiers. Il y a évidemment des sujets de communication. Alors les sujets de communication, ce n'est pas simplement le spot avant le JT de 20h de TF1, que d'ailleurs on est peut-être de moins en moins à regarder, mais c'est peut-être aussi beaucoup en lien avec les écoles du travail social, comme on l'a dit là, de manière régulière, d'avoir des liens ensemble, et ça se fait sur le terrain, et il faut sans doute là, ALI, acteurs du logement d'insertion, qu'on le porte collectivement. Donc il y a un certain nombre de sujets comme ça, sans nul doute qu'on va, pour poursuivre la réflexion, mettre un groupe de travail, enfin au-delà du groupe en tout cas, continuer à réfléchir collectivement avec nos 4 réseaux, parce qu'on l'a vu, Evan Janrose l'a dit, mais enfin tout le monde l'a dit, c'est évidemment des sujets transversaux sur lesquels il faut qu'on travaille. Donc c'était plus un départ. Évidemment, comme souvent, les tables rondes, soit c'est l'arrivée d'un processus de réflexion, soit c'est le départ. Et là, on est plus dans un départ d'une réflexion collective sur le sujet, et évidemment, avec tous nos adhérents. Donc, merci à tous les intervenants à cette table ronde qui nous ont permis de commencer et d'initier cette réflexion. Merci. Merci Arnaud.